Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre débrief complet de la défaite du PSG mercredi soir 1-0 à Dortmund. Pour aujourd'hui, on va passer au peigne fin toutes les prestations individuelles des Parisiens qui étaient sur la pelouse. Donc installez-vous, ça va prendre du temps et on s'y met dès maintenant. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, vite fait sur Donnarumma, qui a été finalement peu sollicité, notamment dans les airs, où on l'attendait beaucoup, qui a bien géré avec les pieds et qui fait cet énorme arrêt face à Sabitzer. D'ailleurs, j'espère que mercredi prochain, quand on débriefera le match retour, les tournants de la double confrontation seront cet arrêt et le sauvetage défensif de Marquinhos qui nous évite le 2-0, qui nous laisse en vie et qui au final nous laisse se qualifier, plutôt que les loupés de Dembélé, de Fabian Ruiz qui auront un goût très amer si on est éliminé. Bref, juste sur Donnarumma, dans le débrief à chaud, j'avais dit il peut mieux faire sur l'action du but. Bon, j'ai quand même été très tatillon avec lui. C'est vrai que la frappe, mais au-delà de ça, l'enchaînement est absolument limpide, exceptionnel de la part de Füllkrug. Ça m'a vraiment étonné, surpris, ce but exceptionnel. Alors Lucas Hernandez, on a parlé de la blessure hier. J'aimerais revenir sur sa responsabilité sur le but quand même. Enfin, sa responsabilité, celle de l'équipe entière, parce que pour moi, identifier, pointer un fautif, c'est un peu se tromper de combat. C'est plutôt un espèce de ensemble collectif sur cette action, même si je suis plutôt d'accord avec Claude Puel qui disait dans l'équipe d'hier que Lucas était plus fautif que Marquinhos sur l'action. Ceci dit, ça ne veut pas dire que Marquinhos n'est pas fautif. Lucas l'est, parce qu'il suit... il le suit pas. Et Marquinhos, donc il couvre le hors-jeu. Je vous dirais aussi que Nuno fait pareil, bien évidemment. Et puis surtout, comment ne pas parler d'Mbappé, qui ne va pas sur Schlotterbeck. Si on veut être encore plus tatillon, élargir aussi à Warren, qui d'habitude chasse très haut au pressing, et qui là, sur l'action, n'y va pas. Bon, c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de lui, mais là, on va très très loin. Voilà pour ce qui est du but. Autre chose, Luis Enrique, qui en conférence de presse, confirme que l'individuel sur Chan, sur Schlotterbeck et Hummels, c'était pour leur éviter d'allonger sur Füllkrug. Au final, on prend un but sur une séquence comme ça. Bon, le plan n'a pas marché, quoi. Même si, bien sûr, quand tu fais un plan tel avec Mbappé dedans, c'est sûr que tu auras des moments de flottement. Et c'est comme Marquinhos qui dit face à la presse que ce genre d'action, ils en ont parlé toute la semaine à l'entraînement, pour au final se faire prendre dessus. Bon, ça la fout mal, hein. J'espère qu'ils parleront d'autres choses avant le match retour et que ça payera au Parc des Princes. Ceci dit, sur Marquinhos, il fait vraiment un très bon match. En fait, j'ai réfléchi à un potentiel top 3 des Parisiens. Bon, un top 3, enfin pas des meilleurs Parisiens, mais des moins pires, disons. Marquinhos serait dedans assurément, avec Vitinha. La troisième place, ça peut se discuter. J'aurais tendance peut-être à partir sur Achraf, en fait. À partir sur Achraf pour le troisième, même si son match n'a vraiment pas du tout été parfait. Je vois pas en quoi les autres, en fait, ont apporté... Enfin, Warren, il n'y a pas d'action marquante, style le poteau ou le centre en retrait d'Achraf. Les courses qu'Achraf fait, Warren, par exemple, les fait pas. Bon, Dembélé, dans le jeu, je le trouve trop en dessous de ce qu'il nous a montré sur la saison. Bon, Mbappé, le constat est le même, voire pire. Barcola, pareil. Donc ouais, peut-être le top 3. Donnarumma, bon, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'au final, il a été assez peu sollicité. Il y a cet arrêt dingue. C'est vrai qu'il y a cet arrêt dingue sur Sabitzer, même si il y tire dessus. Voilà pour le top 3. Bon bref, Marquinhos a quand même été donc très bon, en fait partie assurément. Vocalement aussi. Vocalement, ça a été un capitaine très actif.
c'était mal parti parce que avant le coup d'envoi, quand ils se mettent en rond, c'est Mbappé qui parle. Et là, honnêtement, j'avais écrit un tweet pour me foutre de la gueule de Marquinhos. J'ai supprimé. Je me suis dit, vas-y, sois pas méchant avant le début du match, Romain. Et au final, il m'a montré le contraire, par exemple, à la 52e, quand Dembélé joue un corner à deux avec Fabian Ruiz, qui loupe son contrôle, perd le ballon, et au final est obligé de faire une faute, prendre un carton jaune pour stopper la contre-attaque. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. En plus, Marquinhos, il est revenu dessus en conférence de presse. Il y a un journaliste devant la presse, qui lui a posé la question. Donc voilà. Et puis en plus, le sauvetage incroyable, la passe, le centre plutôt, en une touche. C'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'il l'a fait sans contrôle sur Fabian Ruiz. Ça, c'est des actions, en fait, qui nous ramènent le Marquinhos classe mondiale. Enfin, des matchs comme ça, avec des actions marquantes, c'est le Marquinhos de 2014-2015 avec le sauvetage légendaire face au Barça par exemple. C'est le Marquinhos de 2020-2021 parce qu'à cette époque, les actions remarquables, c'était les buts qu'il enchaînait. Là, voilà, enfin, face au Barça, là face à Dortmund, il en a, donc ça fait plaisir. Beraldo, il s'en sort bien sur certaines séquences de jeu aérien face à Füllkrug, notamment en deuxième mi-temps, faut le noter. Avec ballon, il fait une petite dinguerie à un moment donné, mais ça va être l'atout numéro 1 qui va aller dans le sens d'une titularisation pour lui mardi soir. On reviendra bien sûr dans une prochaine vidéo sur qui titulariser entre Skriniar, Danilo et Beraldo. Bon les gars, je vais pas vous mentir, hein. C'est la peste, le choléra et le Covid-19 les trois, voilà, disons-le. Et ça me fait vraiment, mais vraiment chier la blessure de Lucas. Bon bref, dans tous les cas, après Beraldo, dès que ça joue un peu plus vite, c'est vrai qu'il est rapidement hors de contrôle. L'intensité ne lui convient pas. Ça, il peut y avoir un motif d'espoir sur le fait qu'il y a 6 mois, il était au Brésil, que c'est quand même pas le foot européen, pas du tout une demi-finale de Ligue des Champions. Donc peut-être il pourrait faire ça. Donc revenons aussi sur le match d'Hakim. Là, on va s'arrêter un peu plus longtemps. Déjà, s'il y a le but sur le poteau ou passe décisive sur l'action de Dembélé, ça change la lecture de notre match d'Hakimi. Parce que, bien sûr, c'est une action qui aurait été décisive. Au-delà de ça, il avale énormément de kilomètres. Quand on a le ballon, c'est vrai qu'il va mettre à mal la défense du Borussia avec tous les appels qu'il fait. Et ça dénote, bien sûr, au milieu de cette équipe où personne ne bouge. Et son copain Mbappé le premier, s'il pouvait s'inspirer à minima d'Hakimi, Mbappé, ce serait plutôt sympa, quoi. Parce que les appels à vide, c'est quelque chose qui est tellement exceptionnel. Ramos en a fait à quelques reprises, notamment sur le but de Lee Kang-in face à Milan au Parc des Princes le 25 octobre, rappelez-vous. Donc voilà, c'est vrai qu'Achraf, les appels comme ça, c'est toujours un plaisir. Après, dans le dernier tiers, c'est vrai qu'il manque de justesse. Typiquement, le centre en retrait sur Dembélé, on se focalise sur le loupé de Dembélé, mais si Achraf ne loupe pas, parce que le contrôle est limite loupé en fait sur cette action, et le ballon il le donne à Mbappé face au but directement en fait, hein, sur sur le ballon en profondeur de Vitinha. Si le contrôle d'Hakimi est meilleur, c'est pas à Dembélé qui la donne en retrait, c'est à Mbappé face au but, pas vide, parce qu'il reste quand même Kobel qui, je pense, fait partie des meilleurs gardiens d'Europe tout simplement. Mais vraiment, hein, on l'a dit à de nombreuses reprises sur cette chaîne cette saison parce qu'on les a affrontés 3 fois, mais c'est vrai que finalement, quand on se pose la question, et je me la suis posée pour Donnarumma en fait, quand je me suis dit mais qui est meilleur en Europe, qui est-ce qu'on pourrait mettre dans les débats? Eh ben Kobel, assurément, vraiment, et Kobel est limite mieux placé que Donnarumma sur cette saison. Donc voilà, et bien sûr c'est un point qui peut faire peur sur le match de mardi prochain. Espérons qu'il ne soit pas dans un état de grâce. À la relance, pour revenir sur Hakimi, bien sûr il a eu le mérite d'être meilleur que Nuno Mendes. Vous me direz c'est pas compliqué sur le match de mercredi soir, mais il a quand même trouvé des alternatives alors qu'il était ciblé, pressé. Après défensivement, c'est vrai qu'il a inquiété. C'est vrai qu'il a inquiété parce que Adeyemi l'a vraiment mis à mal. Il a défendu en faisant des fautes bien trop de fois et ça témoigne d'un défenseur qui est dépassé. Comme j'ai dit hier, en matière de vitesse aussi, par moment, je l'ai trouvé un peu à la ramasse et ça m'a un peu inquiété. Surtout que Adeyemi, sur le papier, bien sûr, il bouge énormément, mais c'est pas non plus l'ailier du siècle, quoi. C'est un mec face auquel, normalement, Achraf doit
contrôlé. Et c'est vrai que ça n'a pas vraiment été le cas. Avec Dembélé aussi, la relation, on peut le mettre au rayon négatif, parce que sur tout le match, hein, quand Dembélé était numéro 10, quand Dembélé repassait sur le côté droit, les deux se trouvaient pas. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu tous les automatismes qu'ils avaient en première partie de saison. Aussi à mettre à son crédit, parce que j'ai eu peur à la demi-heure, quand l'arbitre lui oublie une grosse faute d'Adeyemi sur le tacle, là, quand Achraf court. Un corner aussi, alors il n'y avait pas corner, mais selon Achraf si, et donc l'arbitre lui refuse, et il y a une autre faute qu'il oublie sur lui. Là, il commençait un peu à s'énerver, et je me suis dit, oula, Achraf, c'est le genre de mec qui parfois peut péter un plomb, j'espère que ça va pas être le cas. Et il est resté concentré, il n'a pas été emporté par ce petit moment de frustration avec Anthony Taylor, donc ça fait plaisir. Bon, Nuno, on est revenu sur son match en profondeur hier par rapport au choix de Luis Enrique. J'aimerais juste revenir sur un truc, parce que les insiders Twitter se sont réveillés après ce mauvais match de Nuno Mendes. On peut s'interroger sur le timing, bien sûr, qui viserait donc à enfoncer le joueur après une mauvaise prestation. Et donc, on nous a dit que Nuno profiterait de la vie parisienne. Et mot pour mot, hein, c'est ce qui a été dit. Enfin, voilà, idem des meufs. Et le garçon pratique le sexe, en fait. Voilà, il fait l'amour, voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui est sorti sur les réseaux sociaux, c'est ce dont on a parlé hier, lendemain de défaite à Dortmund. Bon, c'est assez lunaire, quoi. Parler du body count de Nuno Mendes. Personnellement, j'ai jamais vu un Zizi marquer un but. Et avec Luis Enrique, ce genre de dossier, c'est très facile. Lucas Hernandez, match aller face à la Real Sociedad, depuis on le sait, hein, la non-titularisation, c'est parce qu'il sortait trop. Donc là, Nuno est titulaire mercredi soir, même s'il sort du groupe une fois sur deux, c'est pour les questions physiques, je pense. Je vois pas un entraîneur qui n'est pas content de Nuno Mendes, en fait, et qui, ou du moins serait au courant de sorties dans Paris. Donc à surveiller aussi à l'avenir, hein. S'il y a des absences un peu bizarres chez Nuno, on pourrait remettre ça sur la table, mais aujourd'hui, personnellement, je vois rien en fait qui va dans ce sens chez Luis Enrique. Et on le sait très bien que c'est un entraîneur qui fait pas dans la dentelle, qui va pas hésiter. Mukiele typiquement, il est aux oubliettes et on sait très bien que c'est parce qu'il sort. Voilà, Luis Enrique est au courant. Donc, on va voir comment ça évolue, mais encore une fois, cette communauté PSG me surprendra toujours, quoi. Là, on parle de Zizi au lendemain d'une demi-finale de Ligue des Champions. C'est assez triste, et puis surtout, voilà, après un mauvais match, on peut douter des intentions des personnes qui font fuiter ça, du coup, dans un contexte très particulier. Bref, passons à Vitinha, beaucoup plus positif, évidemment. Bah, pour moi, c'est le meilleur Parisien mercredi, notamment en première mi-temps, avec des récupérations hautes hallucinantes, oui, incroyables, où il a une lecture des trajectoires qui est vraiment bonne pour récupérer très rapidement, à des moments charnières, en fait, où le rapport de force s'inverse entre Dortmund et le PSG. Dans une équipe qui est complètement dysfonctionnelle au pressing, réussir à contre-presser comme ça, bah, c'est à mettre à son crédit. Donc ça m'a fait très plaisir. Les transversales, superbe. Voilà, c'est vrai que le jeu long, il commence à vraiment le travailler. Donc là-dessus, j'aurais jamais juré l'été dernier que Vitinha nous fasse ce genre de prestation, comme j'aurais jamais juré que le PSG serait en demi-finale aujourd'hui de la Ligue des Champions. Comme quoi, le foot est beau, le foot se joue à rien, le foot n'est pas une science exacte, bien évidemment, et nous ne sommes que des observateurs, moi comme vous, hein, parce que sinon, on serait dans le staff de Luis Enrique. Et tous ces mecs-là sont à des années-lumière, hein, que ce soit les entraîneurs par rapport à nous qui parlons, les joueurs par rapport à nous quand on joue sur un terrain. Donc voilà, ça nous rappelle à l'ordre, parce que vraiment exceptionnel Vitinha. Et même lui le dit, en fait. Même lui le dit la semaine dernière, je fais des choses aujourd'hui que je ne me voyais pas faire. Donc en fait, ça témoigne vraiment du fait que là, on a atteint un niveau avec Vitinha qui était insoupçonnable, même pour le joueur. Donc ne venez pas nous dire, ouais, l'année dernière, vous étiez trop dur, matin chouette. Donc voilà, on a vraiment... après voilà, Luis Enrique, même s'il soupe complètement mercredi, ça reste la meilleure recrue de ce dernier mercato, quoi. Parce que il a réussi, avec cet effectif assez limité, à se faire surperformer complètement certains joueurs d'une manière assez hallucinante. Fabien Ruiz, je reviens sur son match. Comme je l'ai dit, je fais partie de ses défenseurs. Bien sûr, dans le dernier tiers, il est pas bon du tout, et je peux pas dire l'inverse, mais ceci étant, au milieu de terrain, c'est quelqu'un qui a la tête, les pieds
au milieu, pas dans le dernier tiers. Mais pas les jambes. Pas les jambes malheureusement parce que j'ai l'impression que ce niveau d'intensité, c'est absolument pas pour lui. Il n'est pas invité et il se perd complètement en fait. Hein. Déjà contre la Sociedad, on avait vu ça, un Fabian qui court beaucoup et au final, quand il reçoit le ballon, bah en fait, son action est terminée au moment où il fait son contrôle parce qu'il a fait le gros des efforts et il perd en lucidité. Donc c'est assez triste. C'est comme l'action de pressing en tout début de match où il fait un super petit pont ou grand pont à côté de son poteau de corner et ensuite il perd la lucidité, il fait une passe plein axe à un Allemand. Donc c'est pour ça bien sûr qu'il doit sauter l'année prochaine du 11. Mais c'est vrai que au-delà de ça, bon, il faut quand même noter le fait que malgré les loupés, il est en position de frapper tout simplement. Voilà. Euh, et après, pour revenir sur le manque de vitesse, il est réel, mais je pense aussi qu'il y a une part d'impression visuelle importante. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une démarche un petit peu enlevée. T'as l'impression qu'il maîtrise pas trop ses jambes. Les appuis sont pas très toniques. Et donc, je pense que tout ça décuple un peu cette lenteur qui existe bien, mais qui est, je pense, décuplée chez les supporters. C'est comme Skriniar et la motricité. Comme il a l'air d'un robot sur le terrain, bah tout de suite, ça inspire pas confiance du tout. Voilà. Mais ça, il y a une part d'impression visuelle dedans, pas que de réalité, même s'il y en a un peu aussi. Bref. Donc voilà. Mais bien sûr, voilà, je tombe pas non plus sur Fabian Ruiz parce que ce sera en septembre, en fait. Ce sera celui qui sautera du 11 si normalement on fait un bon mercato. Et s'il saute pas du 11, on pourra en vouloir à notre direction parce que ça voudra dire qu'on n'aura pas recruté le milieu dont on a besoin aujourd'hui. Comme on peut en vouloir déjà à notre direction d'avoir fait des derniers mercatos assez limités à ce poste qui font qu'on titularise Fabien Ruiz en demi-finale de Ligue des Champions, bien sûr. Alors que, voilà, c'est impossible. C'est impossible d'imaginer Fabian faire 90 minutes au plus haut niveau aujourd'hui. À la limite, il te fait une mi-temps, mais jamais 90 minutes. À la fin, il est mort. Il est archi cramé complètement. Quoique Warren Zaïre-Emery l'est aussi. Hein, sur le match de mercredi, en fin de match, il est bien cramé. Juste sur le match de Warren, en fait, je m'arrêterai pas 15 ans parce que déjà, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Dans son match, il n'y a pas grand-chose. Quand il touche le ballon, c'est très, très neutre. Il n'y a pas de situation très nette, très franche. Donc pas grand-chose à dire. Peut-être juste une petite excuse, parce que le match n'en reste pas moins très moyen. Hein. Peut-être mauvais, très moyen assurément. Le rôle aussi, qui était différent, donné par Luis Enrique, beaucoup plus excentré sur le côté droit. Peut-être que ça l'a bridé et qu'il a peiné à assimiler les consignes de son entraîneur. Voilà. Barcola, pareil, typiquement le joueur qui sombre un petit peu face à ce qui lui a été demandé parce que défensivement, il est entre le latéral et le central, il peine à jauger entre les deux, il se fait prendre un petit peu trop facilement. Avec ballon, bah en fait, il en vient à toucher des ballons dos au jeu, en pivot un petit peu, alors qu'il n'en a pas les capacités, que Ryerson le colle et le tamponne surtout très rapidement et tout le temps sur le match. Donc au final, c'est vrai que c'est une prestation assez insipide. Hein. C'est vrai qu'il y a le super contrôle sur la passe de Mbappé, mais sur les phases d'attaque placées, c'est compliqué. Moi, je peux pas enlever de ma tête, comme j'ai dit, les consignes de Luis Enrique qui étaient particulières et qu'il n'a pas forcément bien assimilées, et puis surtout le manque de mouvement autour de lui. Hein. Vraiment, Fabien Ruiz qui demande dans les pieds, Mbappé qui se rapproche de lui à chaque fois, Nuno qui ne dédouble pas. Pour un ailier, c'est très compliqué d'aller chercher le 1 contre 1 quand c'est comme ça, en fait. La plupart du temps, il se retrouve en 2 contre 1. Finalement, si on veut être juste avec Mbappé, c'est ce que lui avait vécu au match aller face au Barça. Pas assez de mouvement autour de lui, et donc très facile de mettre une situation de 2 contre 1 face à ce genre d'ailier assez esselé. Dembélé, je serais plutôt négatif sur son match. Alors déjà le raté, déjà j'en veux plus à Dembélé qui est un joueur à vocation offensive sur le raté qu'à Fabien Ruiz, voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, mais ça c'était même valable face au Barça, match aller comme retour, au-delà de ses buts, c'est vrai que dans le jeu, il était moins bon. Ces derniers temps, il est moins bon dans le jeu. Et j'ai l'impression qu'on n'aura jamais l'équilibre entre dans la surface, je tente, j'ai de la réussite. Bon, il n'a pas eu mercredi, mais il a quand même tenté. Et ça, en novembre, je suis pas sûr que les frappes qu'il fait mercredi, il les tente en novembre, Dembélé. Hein, parce qu'il y a eu un moment où vraiment la surface n'était plus du tout une zone qu'il envisageait. Et de l'autre côté, avoir cette influence dans le jeu.
C'est-à-dire que là, en ce moment, on a le Dembélé qui tente beaucoup, mais même contre Lorient, il tente, il réussit d'ailleurs, il met un doublé, mais il tente aussi beaucoup aux abords de la surface. Mais dans le jeu, c'est vrai que il y a quand même des séquences où il s'empale sur son défenseur. Et j'espère qu'un jour, en fait, on aura l'équilibre entre les deux. Parce que c'est vrai que mercredi, bon, ça a été un peu compliqué dans le jeu. Juste au retour des vestiaires, quand il est replacé en ailier droit, il met vraiment à mal la défense de Dortmund. Mais le problème, c'est que ça dure un quart d'heure tout au plus. Hein. Sur la fin de match, il disparaît. Et puis sur la première mi-temps, en numéro 10, il faut absolument arrêter avec cette idée de Dembélé dans l'axe. On le disait dès le débrief du match retour face à la Real Sociedad, qui avait pourtant été une réussite puisque victoire de 0. Mais voilà, là, faut stopper ça. Bon, sur le match d'Mbappé, bien sûr, c'est un bien mauvais match. Moi, je lui en veux incroyablement sur le fait qu'il attaque pas du tout la surface pour proposer des solutions, mais aussi pour faire les appels à vide qui libèrent de l'espace sur ses partenaires. Moi, le constat terrible que je fais sur Mbappé, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les défenseurs qui l'affrontent, ils ont plus besoin de faire les masterclass absolues. Par exemple, Kyle Walker, quand il a eu à l'affronter avec City, avec l'Angleterre et tout ça, ça, c'était des vrais matchs avec un vrai rapport de force, tu vois. Mais là, en fait, Hummels, Schlotterbeck, ils font quoi de spécial pour l'arrêter? Pas grand-chose, en fait. Aujourd'hui, pour arrêter Mbappé, il n'y a pas besoin de faire top masterclass, en réalité. Alors, en plus, ils se permettent une déclaration en fin de match qui m'a rappelé celle d'Abdelhamid après le match face à Reims en janvier 2023 quand on fait 1-1, où ils nous disent, comme Abdelhamid, en fait, ils font pas les efforts à la première relance, donc c'est beaucoup plus facile de gratter des mètres et on est beaucoup plus à l'aise à la relance. Ça, à chaque fois, c'est des déclarations qui m'embêtent réellement avec ce PSG et j'espère que l'année prochaine, on va se sortir de tout ça parce que c'est vraiment un vrai pétrin. Après, pour Mbappé, bon, sortir le négatif, tout le monde l'a fait, donc je vais essayer de sortir un peu de positif. Dos au but, moi, je vois une progression. Et donc, je la mets du coup au crédit de Luis Enrique, mais je vois une progression chez Mbappé, dos au but, en numéro 9. Il s'en sort sur certaines séquences, et je suis pas sûr qu'il y a un an, il les aurait gérées comme ça. Voilà. Par exemple, il joue sobrement mercredi. Alors contre le Barça, c'était plus dans les duels aériens. Il y en a certains qui réussissaient à gagner. Même en Ligue 1, on le voyait un petit peu gagner des duels aériens, se battre un peu mieux. Là, c'est plus sur le jeu en première intention. Par exemple, quand il joue extérieur, il le fait 2 ou 3 fois. Voilà, il apporte un petit peu de vitesse au jeu. Il le fait bien, c'est plutôt bien maîtrisé. Personne d'autre dans l'effectif que lui le fait d'ailleurs, si on parle de manière brute pour ce poste de numéro 9. Quand il décroche, voilà, contrôle passe assez sobre. Bon, je vais chercher loin pour chercher du positif, mais personnellement, je vois une progression dans ces matchs. Je trouve que voilà. Après, bien sûr, c'est absolument il y a des trucs qui sont absolument incroyables, pitoyables. Mais là-dessus, au moins, quand on avait le ballon, c'est vrai que il y a certaines séquences qui jouent plutôt bien. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Après, comme Hakimi, la louche et le poteau, c'est deux belles inspirations qui peuvent changer la lecture de notre match avec lui, qui font qu'il reste jusqu'au bout, évidemment, des 90 minutes et du temps additionnel. Donc voilà avec Mbappé. Ceci dit, son match est très mauvais, bien évidemment, pour la énième fois cette saison. Et si on fait les comptes, en fait, contre le Barça, il met 2 buts, mais dans le jeu, c'est un match plutôt sobre. Je dirais pas que c'est une masterclass. Le match retour face à la Real Sociedad, il le gère plutôt bien. J'aime beaucoup le but qu'il met au match aller, mais sinon le match est plutôt compliqué pour lui dans son ensemble. Le retour face à la Sociedad, le retour face au Barça, si on est vraiment gentil, j'ai vraiment du mal à mettre le retour face au Barça. Par contre, le retour face à Dortmund en phase de poule était très bon. Par contre, tous les autres matchs, Milan, bon, il y a le beau but, il t'ouvre le score à l'aller, mais au retour, il est vraiment pas bon. En plus, il te loupe des occasions. Newcastle, c'est un de ses pires matchs de sa carrière. Même le retour au Parc des Princes, faut attendre le replacement en numéro 9. Les 2 matchs allés face au Barça, face au Barça et Dortmund, c'est pitoyable. Donc c'est vrai que cette saison, il est meilleur buteur avec Harry Kane de la Ligue des Champions, mais c'est paradoxalement une de ses campagnes les plus faibles, vraiment. Ensuite, j'aimerais terminer sur... Alors déjà, les corners, on les a bien gérés, si on veut chercher un point positif. On a visiblement travaillé ça après les matchs face au Barça. Et la statistique,
la fameuse de Dortmund qui court 10 km de plus que le PSG. Bon, j'aimerais juste vous donner mon avis parce que on la voit souvent passer. Bien sûr, Mbappé fait pas les efforts, donc ça joue, ça enlève tout de suite 3-4 km à ta feuille globale. Mais comme Luis Enrique l'a dit plus tôt dans la saison, parce que tu as la possession, et 57% du temps mercredi soir, l'adversaire court plus. C'est logique, et c'est le but de la philosophie de jeu, avoir le ballon pour éviter de courir plus ou autant que l'adversaire, parce que le but, c'est de le faire courir plus que toi. Donc, dans cette dimension-là, je trouve que cette statistique n'est pas très éloquente. Et puis surtout, il faut aller plus loin dans la nuance. Peut-être que le PSG court moins que ses adversaires. Par exemple, la Real Sociedad, match retour, on court moins qu'eux. Pourtant, on gagne. C'est un exemple qui est inverse. Mais le PSG est la meilleure équipe en matière de distance parcourue en sprint sur les phases de poule de la Ligue des Champions et la 6e équipe d'Europe sur les courses à haute intensité. Donc peut-être qu'au global, on court moins, mais en matière d'intensité, peut-être que les courses sont plus intéressantes, peut-être qu'on court mieux finalement. Donc c'est juste ce que je voulais dire voilà, sur cette statistique. D'ailleurs, ces chiffres que j'ai avancés, ils étaient sortis dans la presse au mois de février quand on avait des interrogations sur le niveau physique de l'équipe. Peut-être que c'est une des rares fois où le staff de Luis Enrique a pris des relais dans la presse, donné ce genre d'informations, puisque le Parisien le dit, on s'est procuré des infos qui étaient internes au club, au staff. Alors à moins qu'ils aient des hackers, c'est normalement le staff de Luis Enrique qui a donc donné ces chiffres pour essayer de se défendre un petit peu à ce moment de la saison où on se posait certaines questions là-dessus. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On se retrouvera dimanche ou lundi pour l'avant-match. Je pense que là, on a tout dit du match de mercredi. Et puis, bien sûr, mardi pour le débrief. Si d'ici là, je ne craque pas et balance pas mon PEL sur une place au Parc des Princes. Bon, le truc, c'est que ça fait vraiment cher, mais il y a des moments où je suis vraiment dans une tension sexuelle qui est assez exceptionnelle et qui risque de me faire craquer. Je sais pas, on verra. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai que c'est bien cher. Pour que tu contactes les mecs, putain, 200, 300 balles en Hauteuil, 500 balles pour être en Paris, 800 balles pour les trucs qui sont bien placés. Si tu veux voir le match, bon, compliqué. Bref, bonne soirée à tous. J'espère quand même que ces prix exorbitants ne vont pas niquer l'ambiance au parc, qu'on va pas se retrouver avec des riches qui seront tranquilles avec leurs chemisettes là et qui resteront assis pendant tout le match, parce que c'est assez délirant. Ça pose de vraies questions. Nasser qui nous fait le discours machin qu'il faut un vrai Parc des Princes. Bah ouais, mais le problème c'est que mets des places abordables. Et là, tout de suite, je pense que le public sera différent, quoi. Les mecs, ils se donneront un peu plus, quoi. Ils gueuleront, ils seront torse-poil, et puis voilà, c'est le football qu'on veut, les gars. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.